Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la douance. Je vais te parler du WAIS-4, le fameux test de référence qui détermine si une personne est au potentiel ou non. Et du coup, aujourd'hui je vais te dire quelles sont les épreuves du WAIS-4, comment ça se passe et à qui faire appel. Le WAIS-4 est un test psychométrique aussi appelé test de QI. Il a été créé en 1955 par David Wechsler, psychologue spécialisé dans la mesure de l'intelligence. WAIS, c'est l'acronyme pour Wechsler Adult Intelligence Scale, donc l'échelle de mesure de l'intelligence pour les adultes selon Wechsler. Actuellement, on est rendu à la 4e version de ce test, d'où le nom de WAIS-4. Il est en général révisé tous les 10 ans. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur ce qui a amené à créer le WAIS-4, je te conseille la vidéo que j'ai faite sur l'histoire du WAIS-4 et des autres tests d'intelligence. Elle se trouve juste au-dessus de ma tête dans le petit i. En clair, le WAIS-4, c'est le test de référence en France, mais pas que, pour détecter la douance chez les individus de 16 ans à 79 ans et 11 mois. Ouais, c'est très précis. Il se passe en plusieurs étapes et nécessite de faire appel à un psychologue habilité à passer ce test, mais je reviendrai par la suite sur cette notion. Le WAIS-4 se décompose en 3 phases. Le premier, c'est l'entretien préliminaire. Donc c'est avec ton psychologue, tu vas papoter pendant 1 heure avec lui pour parler de ton enfance par exemple et de tout ce que tu as vécu dans ton passé, admettons. L'étape numéro 2, ça va être le test. 1 heure, 1h30, c'est juste le rendez-vous où tu passes le test avec le psychologue. Et ensuite la 3e étape, c'est la synthèse, donc c'est un rendez-vous aussi d'1 heure, 1h30 avec le psychologue qui t'a fait passer le test et du coup il va te parler de tes résultats, de ce qui en découle sur ton fonctionnement. La courbe de Gauss, c'est quoi? C'est la fameuse courbe en cloche qui permet de déterminer la répartition de l'intelligence au sein d'une population. On remarque que le niveau d'intelligence moyen, c'est-à-dire observé par la majorité de la population, se trouve aux alentours de 100. Et dans chaque extrémité de la courbe, on va avoir 2,5% des personnes qui ont entre 40 et 70 de QI et 2,5% de la population qui ont entre 145 et 160. Ce qui veut dire que 95% de la population a un QI entre 70 et 145. Ouais, je sais, c'est quand même pas mal de mathématiques dans cette vidéo, mais il faut juste que tu saches que plus ton niveau de QI augmente, moins il y a de personnes en nombre qui présentent le même quotient intellectuel que toi. Quelques petites choses à savoir sur le test. Donc déjà, il dure entre 1 heure et 1h30 en moyenne. Il y a 10 subtests principaux et 5 subtests optionnels. D'ailleurs, il faut savoir que le psychologue qui te fera passer le test peut te faire passer que les subtests principaux ou alors quelques subtests principaux et des subtests optionnels. En fait, il va combiner les meilleurs subtests possibles en fonction de ce qu'il aura détecté dans l'entretien au préalable. C'est pour ça que ce rendez-vous est très important. Chaque subtest donne ensuite une note de 1 à 19 et ces notes indiquent un niveau. Donc là, ça apparaît actuellement à l'écran. Je vais prendre mon ordi pour te le dire parce que je ne l'ai pas retenu. Donc de 1 à 6, ce sera déficitaire inférieur à la norme. 7, ce sera faible. De 8 à 12, c'est compris comme dans la norme. 13, c'est considéré comme fort. Et de 14 à 19, c'est considéré comme supérieur. Chaque subtest que tu le passes dans un ordre précis qui est défini dans le protocole du WAIS-4. Pas de panique, chaque subtest sera expliqué par le professionnel avec un exemple concret avant, histoire que tu puisses quand même bien comprendre la chose. Et enfin, chaque subtest est progressif, c'est-à-dire que plus tu avances dans celui-ci, plus les séries vont se complexifier. Le QI total, appelé QIT, est plafonné à 160 sur l'échelle de Wechsler, c'est-à-dire qu'il ne va pas calculer les QI au-dessus de 160. Tout à l'heure, je t'ai dit que les subtests étaient notés de 1 à 19. Il faut savoir qu'il y a des groupes de subtests qui sont ensuite répartis dans les modules que je vais te dire ici. Ces modules sont plafonnés à 150, c'est-à-dire que les notes que tu vas avoir sur 19 vont ensuite être assemblées puis converties pour avoir un chiffre sur 150 et ensuite agrégées dans les 4 modules pour ensuite te donner le QI. Voilà. Donc dans ces 4 modules, on a l'ICV, l'indice de compréhension verbale, l'IRP, l'indice de raisonnement perceptif, l'IMT, l'indice de mémoire de travail, et l'IVT, l'indice de vitesse de traitement. Maintenant, voyons ensemble les différents modules. L'ICV permet de déterminer les aptitudes verbales du sujet grâce au raisonnement, à la compréhension, à la catégorisation et à la conceptualisation.
c'est un module qui n'est pas chronométré. Dans l'ICV, tu as 3 subtests principaux et un subtest optionnel. Le premier subtest principal, c'est le subtest similitude. Donc tu vas devoir donner le point commun entre deux ressources, deux notions qui n'ont a priori pas de point commun. Par exemple, quel est le point commun entre le lait et le miel? Et à ce moment-là, tu devras dire ce sont des ressources issues du vivant, le miel de l'abeille et le lait de la vache. Ensuite, on a le subtest vocabulaire. Et là, tu vas tout simplement devoir définir un mot. Par exemple, que veut dire le mot appétence? Ensuite, tu vas avoir le subtest information où on va te demander des connaissances générales. Par exemple, qu'est-ce qu'un ordinateur? Et tu vas devoir répondre à cette question. Et enfin, tu vas avoir le subtest optionnel qui est la compréhension, où on va te poser des questions ou des problèmes de vie auxquels tu devras répondre. Et ça fait appel à ton bon sens et à ta logique. On va te demander, par exemple, en quoi le recyclage est bon pour la planète. Ensuite, on va avoir l'IRP, donc l'indice de raisonnement perceptif, qui va permettre de mesurer tes capacités visio-spatiales. Il est chronométré et il est composé de 3 subtests principaux et 2 subtests optionnels. L'IRP est réparti comme ceci. En premier lieu, on va avoir le subtest cube. On va te donner un certain nombre de cubes, de vrais cubes, avec des faces de couleurs différentes. Donc tu vas avoir une face de couleur rouge, blanche, mi-blanche, mi-rouge, etc., etc. Et on va te donner une forme sur un papier à reproduire toi-même à l'aide de ces cubes. Et au fur et à mesure, ça va se complexifier. C'est-à-dire qu'au début, tu vas avoir la forme avec des lignes et après, au fur et à mesure, tu n'en auras plus et tu devras vraiment faire appel à ta conceptualisation visio-spatiale pour pouvoir reproduire au mieux les formes qu'on te présente. Ensuite, on a le subtest matrice. Donc, tu vas avoir une suite de 3 symboles, le même symbole. Et en dessous, tu vas avoir plusieurs propositions. Il va falloir que tu puisses conceptualiser ce qui se passe dans cette matrice, dans ces 3 symboles. Par exemple, ça peut être un carré qui va tourner, qui va pivoter. Et donc, tu vas devoir trouver le bon assemblage, en fait, la bonne 4e étape en choisissant parmi les choix qui te sont proposés. Ensuite, on va avoir le subtest puzzle visuel. On va te présenter une forme et tu vas avoir, je crois, 6 choix. Et parmi ces 6 choix, tu vas devoir choisir 3 formes qui vont devoir représenter ce que tu vois dans le modèle. Admettons, ça peut être un triangle, et bien tu vas avoir 3 bouts de triangle disséminés dans ces 6 choix et tu vas devoir faire ce puzzle finalement de symboles. Un des subtests optionnels, c'est le complément d'image, donc on va te présenter une image et tu vas devoir détecter ce qui manque dans cette image. Et ensuite, le subtest optionnel balance, donc on va te présenter des images avec une balance qui sera à rééquilibrer et tu devras choisir le meilleur symbole pour rééquilibrer cette balance. L'IMT permet de déceler les aptitudes de la personne en se focalisant sur ses aptitudes de concentration et d'attention. Ça peut être quelque chose de verbal, ça peut être de la formulation, ça peut être de la résolution de problèmes. Il y a 2 subtests principaux et un subtest optionnel. Le premier, ça va être la mémoire des chiffres. C'est celui dont je me souviens le plus parce que c'est là où je m'en suis tellement voulu d'avoir raté une ou 2 séries. Donc on va te demander de remettre des chiffres dans l'ordre croissant. Et ce qui va se complexifier en premier lieu, c'est qu'on va te demander de mémoriser 5 chiffres ou 6 chiffres et ensuite ça va se complexifier jusqu'à arriver à 8 ou 9 chiffres il me semble. Et après ça va encore plus se complexifier parce qu'on va te donner des doublons. Voilà, et tu vas devoir les remettre dans l'ordre en citant les doublons. Par exemple 3, 6, 3, 2, ça sera 2, 3, 3, 6. Le subtest arithmétique, alors celui-là il va faire appel à tes souvenirs d'enfance parce que ça va être de la résolution de problèmes. Par exemple, j'ai acheté 6 yaourts et mon père en a mangé 4, combien il m'en reste? Et enfin tu as le subtest optionnel séquence lettres et chiffres où c'est à peu près la même chose que le subtest mémoire des chiffres, sauf que c'est combiné avec des chiffres et des lettres. Et enfin, on a l'IVT, l'indice de vitesse de traitement, qui permet de déceler les performances de l'individu sur des exercices simples portant sur la précision et la rapidité. L'IVT, il est composé de 2 subtests principaux et un subtest optionnel. Le premier, c'est le subtest symbole. On va te présenter 2 symboles. Et ensuite, on va te présenter une suite de combinaisons de symboles et tu vas devoir dire le plus rapidement possible si tu retrouves l'un ou l'autre symbole en pointant du doigt la case qui correspond au symbole que tu retrouves. Ensuite, on a le subtest code qui a été, je crois, l'un de mes subtests favoris. Donc on va te présenter une feuille A4. En haut, tu vas avoir une espèce de trame de traduction où tu auras des chiffres
et ensuite les symboles qui se rapportent à ces chiffres. Il me semble que c'était des chiffres, corrige-moi si c'est pas le cas, mais il me semble pas que c'était des lettres. Et tu vas avoir un enchaînement de ces symboles avec la case en dessous que tu devras remplir. En 2 minutes, tu devras remplir le plus de traductions de symboles possible. Et enfin, on a le subtest barrage où on va te demander de barrer deux formes géométriques cibles en respectant les couleurs et les formes de celles-ci. À partir de ça, le test est terminé, donc tu vas avoir un léger entretien avec le psychologue pour savoir comment ça s'est passé. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qu'on m'a demandé. Un petit récap en fait de l'examen, tes difficultés, comment tu l'as trouvé, etc. Et ensuite, le psychologue va établir ta douance ou non en mesurant du coup les performances que tu as eues à chaque subtest, en les ramenant à 150 dans chaque module, puis en te donnant ton QI, mais ça c'est dans le rendez-vous de synthèse. Grâce au WAISCAT, on peut détecter si un QI est hétérogène ou homogène. Un QI homogène, par exemple comme le mien, est facile à détecter parce qu'il y a une constance dans les notes. La personne est globalement bonne partout. Un QI hétérogène, c'est quelqu'un qui va avoir des bons scores en IVT par exemple et des moins bons scores en indice de compréhension verbale. Et c'est là que le psychologue a toute son importance puisqu'il va pouvoir, grâce à toute cette analyse et à la synthèse qu'il va te faire, te dire si t'es HP ou non. Et parfois il y a certains résultats qui sont très très mauvais dans des modules, mais c'est pas pour autant que tu n'es pas HP. C'est juste que tu as un QI hétérogène. Et c'est là que la douance est parfois plus compliquée à déceler. Après, le WAISCAT ne sert pas à te donner que un QI et te dire s'il est hétérogène ou homogène. Il y a vraiment beaucoup de choses que le psychologue peut déceler quand tu vas passer ce test. Pour passer le WAISCAT, tu vas devoir faire appel à un psychologue habilité à passer ce test. Et de préférence un psychologue qui est quand même dans le domaine de la douance. Pourquoi ? Tout simplement parce que faire passer des tests psychométriques c'est une chose, mais savoir les interpréter et en comprendre le fonctionnement qu'il y en a derrière, c'est autre chose, surtout chez les hauts potentiels. En ce qui concerne les tarifs, c'est une question qui revient beaucoup et j'ai pas vraiment de réponse à ce sujet. De ce que j'ai remarqué en tout cas, les résultats varient en moyenne entre 300, 350, 400 euros. Personnellement, moi j'avais payé mon test 275 € dans la périphérie de Nantes, c'est là où je l'avais passé, mais ça peut varier du simple au double. Vraiment, faut se renseigner. Dès que tu contactes un psychologue avec lequel tu penses passer le test, demande quand même la grille tarifaire parce que parfois tu peux avoir des surprises. Le prix il va bien sûr dépendre de la région où tu le passes, mais aussi du praticien. Je ne pense pas qu'il existe des passages de WAISCAT gratuits, néanmoins tu peux te renseigner si par exemple dans des hôpitaux ou dans des associations on fait passer ce genre de choses, c'est peut-être possible, je sais pas du tout. Moi personnellement j'avais pas trouvé ce genre de choses, donc voilà. Renseigne-toi. Par contre, il y a une chose que je veux vraiment préciser. Je sais qu'il y a le test Mensa qui coûte 25 €. J'avais déjà passé le pré-test, mais j'ai décidé de pas le faire parce qu'il n'est pas reconnu. C'est pas comme ça qu'on détecte ta douance, c'est vraiment avec le WAISCAT. J'insiste aussi parce qu'il y a beaucoup de gourous sur internet du haut potentiel qui vont te vendre des tests en ligne. Non, le seul test qui est officiel et qui permet de détecter ta douance, c'est le WAISCAT. Il n'y a rien d'autre. Donc les tests sur internet, tu oublies. Gratuit ou payant, tu oublies. Tu vas peut-être me trouver virulente dans mes propos, mais voilà, j'ai remarqué depuis quelques années que le domaine de la douance est un business assez lucratif. Certains se font un plaisir de vendre des formations et des tests aussi qui ne sont pas reconnus, et ça il faut vraiment que tu le saches et que tu te renseignes. Voilà, c'est tout pour ce sujet là pour l'instant. En préparant cette vidéo, j'ai beaucoup appris sur le WAISCAT et notamment sur son fonctionnement. J'ai passé mon test de QI il y a presque 2 ans et en fait je comprenais pas vraiment la synthèse que la psychologue m'avait faite. Donc je comprenais certaines choses, mais le sens global pour moi était pas clair. Et en préparant cette vidéo, je me suis replongée dans la synthèse que la psychologue m'avait faite et j'ai compris enfin la synthèse du test. 2 ans après, mieux vaut tard que jamais. La leçon que je peux en tirer et que je souhaite te partager, c'est que faire les tests, c'est bien. Le QI est une chose, mais c'est bien plus que ça le test. La synthèse qu'on te donne te permet d'en comprendre un peu plus sur ton fonctionnement et sur ta manière d'agir en fait. Et ça, il faut vraiment que tu fasses
voilà, tu prennes du temps à comprendre cette synthèse quand tu passeras le test si tu décides de le passer, et n'hésite pas à poser des questions au psychologue lors de ce rendez-vous de synthèse et il va t'éclairer. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à me dire en commentaire si ce genre de vidéo te plaît. C'est la deuxième que je fais qui est en dehors de la série Pas sûr d'être doué. Si tu as des questions, n'hésite pas, si tu as des commentaires, faire part de ton expérience, etc. Ben, n'hésite pas, j'aime bien lire vos commentaires et y répondre. Et voilà, en attendant la prochaine vidéo, je te dis à très vite et d'ici là, prends soin de toi.